Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Au cœur des entreprises. Alors si je compte bien, je crois que ça doit faire la 5e fois que j'ai le plaisir de recevoir un invité. Et aujourd'hui, pour rester dans la lignée, on va changer d'univers complètement. C'est une personne que j'ai rencontrée finalement à plusieurs reprises. Sans savoir que je l'inviterai un jour. Et donc j'ai découvert son histoire au fur et à mesure. Et à chaque fois, je voulais en savoir plus. Donc je me suis dit, il faut qu'il vienne nous raconter son histoire lui-même. Et vous allez voir, vous allez l'entendre, c'est assez surprenant et exceptionnel en tout cas. Et à 2 pas de chez vous, en tout cas pour les Strasbourgeois qui habitent le centre-ville. Arnaud Stangel, merci d'être sur le plateau. Je suis vraiment ravi. Alors, je le vous vois, mais en fait, alors on se tutoie. On peut se tutoyer. Alors, on se tutoie. Ok. Donc, Arnaud, il a une très 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 belle histoire. Alors, Arnaud, ton histoire, je sais, je répète toujours la même chose, mais elle commence comment? Alors, ton histoire, Arnaud? Alors tout d'abord, merci à toi Sébastien aussi de m'accueillir ici. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir un peu parler de tout ce qu'on fait. Donc l'histoire commence avec mes parents. Ça remonte en 2009. Moi, j'étais même pas encore à Strasbourg puisque j'étais encore en Asie où je faisais mes études en Chine. Et mes parents avaient créé une association locale, donc ici à Strasbourg, pour justement aider des personnes en situation de handicap au Vietnam au travers de la fermentation du cacao. Et tout ça, ça s'est fait avec mon père qui était à la retraite, ma mère et puis ma tante qui travaillait en labo médical. Et ils ont voulu faire quelque chose qui ait du sens au Vietnam. Et c'est comme ça qu'en 2009, ils ont construit une mini-station de fermentation dans une école pour handicapés dans la province de Bến Tre, dans le delta du Mékong. Donc voilà, c'était vraiment le point de départ. Et puis moi, je suis rentré en 2011 en France, après 4 ans d'études en Chine, du mandarin, donc ça n'a rien à voir avec le cacao. Et puis en plus, je m'étais toujours juré que je ne mettrais jamais les pieds dans le chocolat, parce que mon père nous a tellement bassinés avec ça quand il était dans l'éducation nationale. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, bon, je vais quand même leur donner un petit coup de main, parce qu'ils avaient commencé à faire des tablettes de chocolat. En 2010, il y a eu les premiers 500 kilos de fèves de cacao qui ont été faits. D'accord. Et puis, on est allé faire les salons du chocolat un peu en mode amateur, puisque ce n'était pas du tout notre profession à la base. Donc lui, il était enseignant. Lui était proviseur de lycée professionnel, donc il avait tous les métiers de bouche, CFA, notamment chocolatier-pâtissier. Et c'est comme ça, à son départ à la retraite, la Confédération des chocolatiers lui a un peu mis le carapin dessus pour qu'il aille défendre tout ce qui était commerce équitable dans les années 2000. D'accord. Donc c'est comme ça un peu que tout ça s'est formé, mais il n'y avait rien qui était prédestiné. Et toi, tu étais prédestiné à quoi? Moi, j'étais parti dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, mais oui. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. On avait même fait, ça n'a rien à voir, c'est une parenthèse, mais on a fait venir un moine de Shaolin ici à Strasbourg. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Pour continuer ton éducation? Pour les arts martiaux, pour s'entraîner avec lui. Donc il est resté chez moi pendant 6 mois à Wolfisheim. D'accord. Donc voilà, et je suis parti en Chine pour ça. J'étais à Shanghai, mais... Donc tu voulais être quoi en fait? J'étais prêt à partir même 1 an ou 2 ans dans un monastère à la base. Et puis quelque chose de spirituel que de... Tout à fait, ouais. D'accord. Et puis ensuite, j'étais même prêt à être prof de chinois en rentrant ici. D'accord. Et puis tout s'est un peu fait de manière naturelle par la suite. Mm-hmm. Donc du côté associatif, on a commencé à avoir une clientèle professionnelle qui s'est intéressée à cette fève de cacao. Donc on a commencé avec des premiers essais de 500 kilos, puis c'est monté à 2 tonnes, puis 5 tonnes. Et nous, ça nous permettait aussi de donner du travail à ces personnes au Vietnam et de viabiliser en fait ce projet associatif. Donc la plantation,
elle appartient à... Ben, en fait, on n'a pas de plantation, nous, en propre. Ouais. C'est que des petites familles de planteurs avec lesquelles on travaille. D'accord. Par contre, les murs, on va dire, de la station de fermentation, Oui. ça appartenait à l'association, bien qu'on soit sur une école, on va dire, gouvernementale, puisque c'est un pays communiste. D'accord. Donc, voilà, j'ai un peu vacillé comme ça de 2011 jusqu'à 2014, en travaillant en même temps en parallèle, à droite, à gauche, et en les aidant à développer les tablettes, à trouver des petits points de revente. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis en 2015, s'est posé la question, bon, qu'est-ce que je vais faire moi ? Est-ce que je reprends le flambeau à proprement dit ? Ou est-ce que je vais aller bosser dans une entreprise X ou Y ou essayer de trouver quelque chose qui me plaît ? Et puis je me suis dit, c'est dommage quand même d'avoir fait tout ça, d'avoir en quelque sorte donné quelque chose aux gens là-bas et de dire, bon, ben nous on en arrête. Parce que ça allait s'arrêter en fait. Ben non, mes parents, comme ils sont à la retraite, pour eux, de vendre beaucoup ou pas beaucoup, en fin de compte, c'était plus de démarrer le projet, de donner cette aide. Mais pour que ça soit viable, embaucher une personne c'est bien, mais pouvoir en embaucher 2, 3, 4, ça avait quand même plus de sens, et surtout sur le long terme. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une structure, une entreprise. Bon, c'est quand même un grand saut en France quand on dit on va ouvrir une entreprise. Oui. C'est pas évident. Et j'ai créé cette structure. Et en parallèle, je me suis dit, bon, j'ai un bagage, on va dire, au niveau cacao, puisqu'au bout de ces 4-5 années, à quand même aller régulièrement au Vietnam et suivre la fermentation, vivre aussi avec les gens là-bas pendant 1 ou 2 mois, ça donne quand même une certaine vision des choses. Et puis j'ai décidé ici, avec Christophe Meyer, donc, qui est le chocolatier de la pâtisserie Christian, qui a été aussi l'un des premiers partenaires de ce projet, à dire bah, moi je veux de la couverture, donc du chocolat en bloc, pour faire des tablettes et faire d'autres créations autour du Vietnam. Je lui ai demandé si je pouvais passer 6 mois en fabrication, pour vraiment voir les deux extrêmes, pour comprendre en fait déjà dans un premier temps la filière, et aussi pourquoi est-ce qu'il y avait une rupture aussi entre le planteur et le chocolatier. On est vraiment sur 2 mondes totalement différents, et très souvent, le planteur ne sait pas ce qu'est le métier de chocolatier, et le chocolatier ne sait pas non plus ce qu'est le métier d'un planteur de cacao, ou comment ça se passe réellement. Parce que le chocolatier, lui, sa matière première à lui, c'est quoi ? C'est des tablettes ? C'est des blocs, soit c'est des pépites de chocolat, ou des blocs, mais on va dire que c'est du chocolat déjà travaillé. Oui. Et en général, on peut sélectionner alors soit un pourcentage entre lait et noir, et ensuite ils vont aller dans des choses plus pointues. On va sélectionner une origine, par exemple Brésil, Venezuela, Équateur, avec une signature aromatique propre. D'accord. Ok. Donc, voilà, le Christian, on va dire, Christophe Meyer. Christophe Meyer, oui. Donc il m'a un peu pris sous son aile pendant 6 mois. Enfin, aux techniques, en fait. Aux techniques, et puis surtout à la sensibilité qu'on peut avoir dans le travail des ganaches ou autre chose. Et puis à l'issue de ça, moi je m'étais dit, bon, après ces 6 mois, je vais pouvoir prendre une décision de ce que je veux réellement faire. Soit je me concentre sur le cacao, la fermentation pure et la matière première, ou on envisage éventuellement de pouvoir valoriser toute la filière jusqu'au produit fini. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Alors ça a mis à peu près 2 ans, entre 2015 et 2017, puisque 2017 marque l'ouverture du magasin, de la boutique à Strasbourg, rue Brûlée, donc derrière la place Broglie. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas, enfin tout le monde connaît la rue Brûlée en fait. C'est connu de nom, mais on l'emprunte voilà, rarement en fait. Tout à fait. Donc il faut vraiment pas hésiter. Alors il y a qui dans cette rue dans l'angle tout de suite il y a la petite mairie, donc le restaurant. À côté il y a la galerie, et ensuite il y a le coiffeur. Et nous on est juste à côté, donc on se trouve en fin de compte en face de la porte de l'hôtel de ville. C'est là où on entre pour aller voter. Et c'est le coiffeur de ma femme, pour ceux qui ne connaissent pas, il est très très bien. Et Jean, ça s'appelle. Jean, ouais. Jean. Ok, très bien. Donc il faut emprunter cette rue, il faut aller voir ton magasin en fait. Voilà. On aura plaisir d'accueillir tout le monde. Bon, avec les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué, mais avant, on faisait tout goûter aussi, parce que c'était important pour nous d'avoir un contact avec la clientèle. Non pas juste de proposer une tablette et puis que la personne la ramène chez elle et la découvre seule. Comme on fait quand même tout un travail, moi je me rends normalement 3-4 fois dans l'année, et on joue sur les protocoles de fermentation, de séchage,
Et parfois, c'est des petites variations qui vont faire que le goût va être différent. Et parfois, on peut avoir des goûts qui sont très marqués, mais qui sont dus à un protocole de fermentation. Pas qu'à l'origine de la fève. En plus de l'origine. En plus. Mais voilà, c'est... Donc on aime bien que la personne qui rentre dans la boutique ait la possibilité de goûter et de dire ça j'aime moins, je préfère celui-ci. Et l'année suivante, quand on met en avant également les récoltes, on a une saisonnalité, il y a des années où ça va être différent, totalement différent. Donc effectivement, pour l'avoir vécu, on peut goûter les chocolats. D'ailleurs, il n'y a pas que des plaquettes de chocolat, hein, il y a des dérivés, je ne sais pas comment on dit, voilà, il y a plein de petites choses comme ça à manger. Et donc, si j'ai bien compris, on peut aussi ressentir les odeurs, parce que l'atelier de fabrication maintenant, il est au sous-sol. Il est sous la boutique, ouais. On a déménagé en octobre 2020. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir fabriquer directement sur place. Bon, avant, on était à Wolfisheim, hein, c'était pas si loin que ça. Mais c'est quand même plus agréable et plus pratique de pouvoir monter et puis de rencontrer directement le client aussi. D'accord. Et donc, j'ai vu aussi qu'il y avait un produit particulier qui ne ressemble ni à une tablette, ni à une truffe, ou des choses visuellement connues par nous, mais c'est quelque chose qui est dans une bouteille. Est-ce que tu peux nous parler de ça et ton histoire avec cet ingrédient? Donc tu parlais de sous-produits. C'est quelque chose que j'avais à cœur de valoriser, les produits connexes de la fermentation du cacao. Puisqu'en général, même au niveau professionnel, tout le monde est axé sur la fermentation, mais pas sur le fruit en tant que fruit comestible. Et ça faisait depuis plusieurs années, en fait, quand on fermente dans les caisses de fermentation, la première caisse, elle a des petits trous en dessous pour laisser s'écouler le jus de la pulpe naturellement, pour éviter que ça macère à l'intérieur. D'accord, c'est la pulpe en fait. Voilà, c'est la pulpe qui libère ce jus. On peut appeler ça comme un mou, hein, un jus qui s'écoule par pression naturelle. Et ça coulait sur le sol. Et ça devenait extrêmement collant. En plus, il y avait de l'acidité. Ça faisait exploser le carrelage sur le béton. D'accord. Et un jour, on s'est dit, pour éviter ça, on va le récolter dans des seaux. Et puis, à force, on en avait tellement des seaux. On s'est dit, mais c'est dommage. En plus, ça sent le côté très fermentaire. Et il y a à peu près maintenant 6 ans de ça, je me suis dit, tiens, on va essayer de le stabiliser. Et le meilleur ingrédient pour stabiliser ça, c'était le sucre. Donc je me suis dit, je vais faire un sirop de cacao, mais qui n'a pas le goût de cacao, mais qui a le goût du fruit, donc de la cabosse. Et on a fait les premiers essais comme ça, sur place. Et aujourd'hui, c'est un produit qu'on propose à la boutique et qui est très vaste au niveau de l'utilisation, puisque c'est un peu un substitut du sucre, sirop d'érable ou miel en cuisine. Donc on peut très bien faire des cocktails avec, on peut sucrer une tisane. Nous, on l'utilise dans toutes nos créations, confitures, ganaches, pour sucrer, à la place d'un sucre conventionnel. On reste dans le cacao, en fait. On reste dans le cacao. Et en plus, on boucle un peu la boucle. Oui. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir acheter les cabosses. C'était ça l'idée première. Hein. C'était de pouvoir, à partir d'un produit qu'on achète, de pouvoir en avoir 2. Et de pouvoir ensuite, éventuellement, acheter légèrement plus cher que le prix du marché, pour justement... D'accord. Conserver tous ces plantaires et dire « Ah tiens, c'est intéressant de travailler avec eux puisqu'ils nous achètent un peu plus cher. » Et ils ne se posent pas trop de questions. Puisqu'on avait une filière en fait connexe pour ça. Et de fil en aiguille, ensuite, on a développé un vinaigre également sur la même base. Puisque si on ne mettait pas de sucre dedans, ça continue à fermenter. Donc dans les premiers jours, on a un pétillant un peu comme le kéfir ou du cidre. Oui. Et ensuite, par la suite, ça devient un vinaigre. On a vraiment une mer de vinaigre. Et à la boutique, on propose également le... Non, mais c'est génial. Ouais. Après, laisser quelqu'un bosser là-dessus, je pense qu'il y aurait toute une gamme de produits à développer sur le côté fermentaire. En plus, il y a de la pectine à l'intérieur. Enfin, c'est un produit qui est extrêmement vivant. Il l'utilise dans ses pâtisseries? Ah oui, il a utilisé, enfin, il a été tout de suite un peu... Christophe, quand je lui ai ramené ça la première fois, il était complètement fou. Et puis, il l'a tout de suite utilisé dans ses ganaches, même dans ses glaces, hein, il l'utilise. Alors, peut-être qu'il ne le met pas en avant, mais pour lui, en fait, c'est vraiment un produit...
Donc voilà, moi déjà je vous invite à aller le goûter ce produit. Je crois que tu fais pas mal le salon. La dernière fois tu me disais que tu partais au Japon, etc. Il Alors, raffole un peu de ce genre de bah, produit. le salon du chocolat du Japon, bon, ça se passe à la Saint-Valentin. Oui, C'est un peu notre best-seller là-bas. d'accord. Parce qu'ils le proposent en boisson. Et ensuite, là-bas, ils l'ont poussé encore plus loin. Ils ont fait des cocktails avec du café, du kumquat. Enfin, ils ont un palais extrêmement pointu. D'accord. Et ils ont fait des choses super intéressantes avec le sirop. Donc, deuxième source d'inspiration. Voilà. Enfin, énième. Donc ça, moi aussi, ça me permet, à chaque fois que je vais au Japon, de voir des choses totalement différentes. Et on revient aussi avec un bagage différent. Bon, après, il faut juste trouver le juste milieu, l'équilibre entre les goûts et les saveurs. Mais Tu as vraiment un univers à part, quoi. Enfin, de par ton parcours, etc. Et la relation que tu as avec les gens qui produisent effectivement sur place. Et donc tu les vois régulièrement, enfin, normalement, je les vois 3-4 fois dans l'année. D'accord. Enfin, j'y vais 3-4 fois dans l'année. Et puis, moi aussi, ça me permet un peu de remettre les pieds sur terre. Parce qu'on est quand même... Enfin, tous les chocolatiers, pâtissiers, on a Noël, on a Pâques. Assez rythmé, oui. Ensuite, il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des grands-mères là, qui arrive. Enfin, il y a Ouais. toujours quelque chose. Et on est toujours dans la création constante, la nouveauté. Et le fait de partir, c'est... Enfin, excuse-moi de l'expression, c'est un peu une claque Ouais. dans la figure parce qu'on se dit « Ah, je me pose ». Et puis, on a un contact qui est humain. On n'est pas là à courir après le temps. Et puis, ça permet aussi de décompresser. Mais ça me manque là, actuellement. Ouais. Puis, malheureusement, pas qu'arrive. Ouais, bon, là, il n'y a pas que. On va replonger, On ouais. va replonger, on est déjà un peu dedans. Donc ça, c'est un soupape un peu de respiration, enfin, quelque chose qui te fait du bien. Et donc, aujourd'hui, parce qu'en fait, tout ça, c'est récent, hein, la boutique, donc voilà, l'atelier qui arrive, etc. Aujourd'hui, enfin, même si je comprends que tu as plein d'idées, enfin les idées tu les prévois pas, mais elles arrivent facilement. Mais tu projettes des choses, tu as des idées auxquelles tu tiens, enfin en tout cas des choses auxquelles tu tiens que tu espères, que tu travailles, que tu modèles. Alors, ça fait depuis maintenant quand même près de 2 ans maintenant qu'on a cette idée, enfin, qu'il y a un projet qui est en cours actuellement. C'est d'aménager notre partie arrière en boutique, qui était un peu destinée à l'emballage et un peu bureau. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est donc après la verrière. Oui, oui. J'ai mon beau-frère qui allait faire une école de pâtisserie à l'ENSP, donc c'est l'école d'Alain Ducasse, qui est pas loin de Lyon. Okay. Et l'idée, c'était de proposer de la pâtisserie en boutique. Alors, pas de devenir pâtissier, on reste chocolatier, mais d'avoir des pâtisseries le vendredi et samedi. Pour faire découvrir le chocolat. Pour valoriser en fait nos matières premières dans cette pâtisserie. Et bien évidemment, on ne va pas proposer des forêts noires ou des tartes aux pommes, mais on va rester sur des choses plus travaillées en essayant d'axer ce que j'ai pu partager au Japon, ce que j'ai vu au Vietnam et aussi le terroir alsacien. Et d'arriver à d'utiliser ces différentes saveurs et cette sensibilité dans ces pâtisseries pour proposer quelque chose de différent. Donc là, on espère qu'on arrive avant l'été à le mettre en place. D'accord. Donc, on pourra venir chercher son chocolat, enfin le goûter, le choisir, etc. Et puis en même temps, on pourra repartir sur place aussi les pâtisseries. Pas sur place, mais ça sera à emporter. On n'est que sur des petites portions. D'accord. Et puis on a déjà travaillé sur les recettes, donc c'est vraiment, on attend juste un peu le bon moment pour. Mais ça a été reporté à chaque fois d'1 an. Ça devait être déjà l'année dernière. D'accord. Bon. Voilà. Il y a pas mal de choses, comme tu dis. Alors, je sais que la dernière fois, j'avais demandé à quelques jeunes qui étaient venus donc je vais te poser la même question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui voilà, enfin, même si aujourd'hui, enfin, voilà, les idées sont là, les envies, la motivation, et ça c'est génial. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que les gens, tu veux une plus grande fréquentation, une plus grande visibilité, ou pour toi c'est bien, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui te feraient plaisir et qui t'aideraient
te diriger vers, vers tes envies comme ça? Enfin, je sais pas. Alors là, actuellement, j'y pense de plus en plus pour la suite. Comme tu l'as dit, on a déménagé le labo sous la boutique. Oui. Donc c'était bien, justement, par rapport à marché de Noël, plein de choses, les livraisons. Mais là, pour la suite, on aimerait tout regrouper en un seul endroit. Puisqu'on reçoit aussi les conteneurs de cacao ici à Strasbourg, mais au port du Rhin actuellement. D'accord. Et on aimerait pouvoir avoir une plateforme où on aurait notre laboratoire, le stockage des matières premières, donc pour avoir un œil dessus et une meilleure traçabilité, et d'avoir tout sur place, et idéalement hors centre-ville, parce que c'est quand même compliqué. La boutique avec alors, du coup? Une deuxième boutique, alors peut-être ouais. une boutique d'atelier, D'accord. pas totalement comme ce qu'on a à Strasbourg, mais d'avoir tout sur place. Plus confortable. Ouais, c'est un peu plus de confort, mais aussi plus de créativité, puisqu'on a tout sous la main et c'est toujours plus simple que de devoir à chaque fois prévoir en amont, tiens, il nous faudra ça dans une semaine. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait là, mais bon, on va conclure, mais Pâques arrive. Pâques arrive, alors qu'est-ce qu'on trouve chez Héritage? Parce qu'en fait, c'est Héritage, je ne sais même pas prononcer le mot, on n'a pas prononcé. Donc, c'est les chocolats Héritage. Ouais. Alors, Héritage, déjà, Héritage, pourquoi Héritage? L'héritage familial, tout simplement. L'héritage, parce que je vous laisserai découvrir comment ça s'écrit. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple, à Pâques? Alors, on va trouver les produits un peu classiques, que ce soit les moulages ou des œufs pralinés ou toutes ces choses. Après, la spécificité, c'est qu'on va travailler avec un chocolat d'origine sur les moulages. Donc, ça va être le Ben 13 65%, qui a des notes relativement fruitées, quand même une belle présence en bouche. Et donc ça, pour nous, c'est important aussi d'aller jusqu'au bout de la démarche et pas de travailler avec un chocolat qui va plaire à beaucoup, mais de travailler avec notre identité et qui peut peut-être un peu brusquer à la première dégustation. On se dit, ouf, c'est quand même un peu fort. Mais voilà, c'est un peu notre ADN. Et puis, il y aura aussi des créations peut-être un peu plus loufoques, si je puis dire, puisqu'on a fait un praliné noisette, fruit de la passion, et avec un enrobage thé vert matcha. Alors, c'est vrai, parce que j'ai goûté aussi ces chocolats. Alors, c'est vrai qu'en pourcentage, moi, je suis effectivement plus près des 65. Enfin, c'est là que je me sens bien. Et c'est vrai qu'un chocolat classique, moi je peux manger une ou deux barrettes sans problème, mais là, on va dire avec 2-3 carreaux, moi je suis déjà comblé. Et donc voilà, donc je vous invite tous et toutes et tous à aller, quand vous descendez la place Broglie, à bifurquer à gauche, rue Brûlée, et à faire peut-être 80 mètres, je ne sais plus, 85 mètres. Donc sur la droite, parce que voilà, comme elle est étroite, on ne voit pas forcément bien la vitrine, il faut s'approcher un peu pour aller découvrir ton magasin, tes chocolats, enfin ton univers, clairement, et à discuter, parce que Arnaud est souvent au fond, enfin au fond, c'est pas très profond, mais là pour vous renseigner et vous faire découvrir son univers. Donc, merci beaucoup merci à toi, Arnaud d'être venu. J'espère que pour Pâques, alors je sais pas comment c'est rythmé après Pâques, il y a quoi? Il y a les grands événements, c'est... Nous, après Pâques, pour nous, il y a la pâtisserie qui arrive. La pâtisserie. Mais normalement, il y a la fête de la musique, il y a la fête des Ouais. pères, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a... En tout cas, c'est une super découverte que j'ai faite il y a quelques années, mais comme ça. Puis là, ça m'est arrivé. Et puis là, encore aujourd'hui, je redécouvre, je découvre encore Arnaud, et encore plus fort, j'allais dire. Et j'adore ça. Donc, écoutez, merci d'être resté jusque-là, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à faire des petits commentaires à Arnaud ou à moi si voilà, son histoire vous a touché. Et puis, je vous dis à une très prochaine fois. Arnaud, je n'ai pas posé la question, est-ce que tu as un site internet? Oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver à part rue Brûlée? Donc c'est sur www.héritagechocolat.com. Et donc ça s'écrit Héritage ERITHAJ. THAJ. Donc, et on peut acheter sur le site ou pas? On a la boutique en ligne, oui. Et il y a une boutique en ligne, donc
Voilà, plus d'excuses pour ceux qui ne trouveront pas la rue Brûlée. À très bientôt et merci. Merci Sébastien.